Chapitre 2. Voyage au pays des mers du Sud. La nuit s'est évaporée dans le fracas des manœuvres et l'agitation des matelots, chantant, criant leur excitation à l'idée de cette course au trésor. Ils jurent d'autant plus que l'enjeu dépasse aujourd'hui tout ce qu'ils ont pu vivre auparavant. Ils connaissent à présent leur destination finale, et rien ne pourrait les arrêter. Pas même la fuite au niveau des tombeaux découverte la veille par Pan, et qu'elle flûterait tant bien que mal. Et puis, il y a la pression mise par l'autre équipage, ces scélérats qui se sont glissés dans la nuit comme les voleurs minables qu'ils sont. Ils ne doivent surtout pas arriver les premiers sur l'île des âmes, la mystérieuse Lilydale. Le train d'enfer imposé par Mira ne suffit apparemment pas à distancer le navire qui leur colle au train, ses voiles noires crevant l'horizon. Elle a reconnu à son curieux pavillon figurant une Bible le face du capitaine Black Jack Cutting. Bible Jack, comme il se fait appeler dans le milieu. À quoi certains ajoutent « ça aurait pu être pire ». Un ramassis de consanguins et de meurtriers sournois et vicieux, qui ne peuvent cependant pas se targuer d'une réputation aussi ombrageuse que les démons de Mira. Un fait qu'elle entend bien confirmer à la première occasion. De toute évidence, son équipage est tout aussi désireux d'en découdre. Ils sont agités sur les nerfs. Scar, le cuistot borgne, a longuement affûté ses lames, produisant un bruit métallique qui donne envie de sauter à la mer. Fèvre court partout en trimballant des munitions et de la poudre. Ori a déplacé les canons et est en train de vérifier leur réglage. Même Artie, cet ivrogne de service, semble d'attaque si jamais d'aventure on en venait aux mains. Mais il faut attendre. Attendre que le vent tourne et que l'affrontement devienne nécessaire. Mira se prend à souhaiter qu'une avarie les fasse ralentir, rien que pour en finir avec cette attente. Elle n'est définitivement pas taillée pour la patience. « Alors, Mira, on rumine, comme d'habitude ?» Pan s'approche, un air narquois sur le visage. Second ou pas, il va falloir qu'il apprenne les manières un jour ou l'autre, c'est Uluberlu. « Je crois pas t'avoir sonné, Pan. Et si tu pouvais m'appeler capitaine de temps en temps, ça nous éviterait beaucoup de problèmes à tous les deux. »« Comme tu veux, capitaine. Tu as quand même un air lugubre depuis qu'on a repris la mer. C'est encore pire à voir que ton air féroce. Qu'est-ce que tu ne dis pas? Le truc avec ce que je ne dis pas, Pan, c'est que je n'en parle pas. Maintenant fous-moi le camp de là ou je t'envoie de corvée en cuisine. » Ça n'a rien à voir avec cette histoire d'identité secrète quand on était au port. Dégage! Il a esquivé la pomme rageuse qui s'en va finir sa course dans les vagues après un puissant rebond. Pas grave. Elle n'avait plus faim de toute façon. Le vent leur aura finalement fait défaut, alors qu'ils contournent au loin la dernière péninsule avant l'île des âmes. Le Face a lui aussi changé d'allure, mais il se rapproche de plus en plus. Black Jack fièrement campé à la proue, au profil reconnaissable avec son chapeau aux allures de mitre. La rumeur prétend qu'il ne dort plus depuis des années, et à le voir sur le pont depuis des lustres, il faut bien avouer qu'elle sonne juste. Le satané bougre est là nuit et jour, maniant la longue vue ou calculant un nouveau cap, mais la plupart du temps, simplement debout, ne lâchant pas sa proie des yeux, tel un étrange figure de proue. Ils ont tous leurs ordres. Ori se tient prêt à charger les énormes boulets qu'il est le seul à pouvoir soulever dans le canon géant dont ils sont si fiers. Virant de bord, Mira fait un signe à Ori qui hurle « Cassonade !» en fournant le premier boulet. « Canonnade, Aurignac, ça se dit canonnade! Feu !» Une détonation impressionnante. La boule de métal vole au loin, droit sur les pirates de Bible Jack. Ils suivent des yeux la courbe parfaite et retiennent leur souffle pendant une seconde. Ils tombent finalement juste à côté de la coque, et Mira esquisse un sourire satisfait. Ils sont pas foutus de nous pour la précision. Un autre, Ori! On aurait compensé la dérive! Sur le Face, les matelots courent dans tous sens, et les ordres filent, mais leurs petits canons ne sont pas encore à portée. Ils ont en tout cas retenu l'attention de leurs poursuivants. On rectifie d'un poil de dixième de degré l'orientation de la pièce, et le second boulet décolle dans un bruit assourdissant, couvrant le pont de fumée. « Oh !» crie l'équipage alors que le tir semble une nouvelle fois filer droit au but. Une mouette salue d'un piaulement strident la parabole à son apogée, et les deux bandes de pirates observent dans le même recueillement la chute de l'imposant projectile. Le Face est en train de virer de bord lui aussi, mais il semble que... Cette fois il touche. Le bois et la toile volent dans un fracas d'enfer, et lorsque la fumée se lève, un grand trou orne la corque juste au-dessus des flots. « Il s'affole, capitaine !» les informe Plume. « Le boulet a dû traverser !»« Parfait, on a gagné un peu de temps. On reprend le cap, Moussaillon, donnez de la voile. Cette fois, l'île est à nous !» Pour conserver leur maigre avance, ils doivent maintenir l'allure forcée, quitte à faire un petit détour pour tirer meilleure partie des vents. Le Demonsvras n'a jamais filé aussi vite. Dans leur sillage flottent toujours les voiles du Face avec son infatigable capitaine. Leurs petits soucis à la coque ne semblent pas les inquiéter outre mesure. Il faut dire que le voyage touche à sa fin. Au crépuscule, le cri de Plume s'élève dans l'air ouaté. Quelques instants plus tard, Mira voit se dessiner au loin la forme tant attendue de Lilydale. Dans un halo de lumière, la côte recouverte d'une forêt envahissante se déploie devant eux.
C'est un lieu de pouvoir connu pour sa magie noire, tristement connu devrait-on dire, puisque les rares survivants ayant abordé l'île sont toujours morts très rapidement dans des circonstances étranges. Corvin leur a assuré que les lieux avaient été désertés même par les tribus indigènes, et qu'ils auraient donc la paix pour leurs recherches. Évidemment, on peut prendre cette information de plusieurs façons différentes. Mira ne s'inquiète guère de ces fables, qui contiennent sans doute aucun doute leur part de vérité. Il va sans dire que la fontaine des âmes doit être un lieu bien gardé, mais elle-même ne vient pas sans défense. Plus alarmant, c'est le navire dont on aperçoit le bout des mâts au-delà de la ligne des rochers, justement là où ils avaient prévu de jeter l'ancre. Pour une île déserte, elle a l'air furieusement occupée. Entre ceux-là et le navire qui croise derrière eux, il va y avoir foule à leur petit rendez-vous impromptu. « Je crois que l'anse ouest est déjà prise, Fèvre. Black Jack va foncer droit dans le tas, mais pour nous, simples mortels, il va falloir tenter une approche plus subtile. On va jeter à l'est et approcher à la rame en priant pour que les rochers ne nous abîment pas trop. » L'équipage râle, par principe. Mais s'ils savent que le second de bord, ce vieux renard de Pan-Ourguian, est un expert dans le passage des hauts fonds et autres récifs sous-marins, il n'y a vraiment qu'à s'en remettre à son expérience et à son sixième sens magique. Sur des flots relativement calmes, le démon Svras s'enfonce dans les zones des brisants pendant que le Face se dirige vers l'anse comme prévu. Au-delà de la barrière de roc, il trouve un endroit pour mettre un canot à la mer et se frayer un chemin en zigzagant parmi les écueils. À plusieurs reprises, la coque laisse entendre des raclements lugubres, mais ils finissent par arriver à bon port, nageant les dernières brasses jusqu'au rivage alors que le soleil se couche. La côte escarpée de l'île d'Ale s'étend devant eux.